Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver comme tous les mercredis. Aujourd'hui, je suis content parce que pour l'avoir, j'ai galéré. Depuis l'année dernière, je devais l'avoir. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Litadje. Salut Bolo, comment tu vas? Mais ça va, Guinée. Tu vas bien? Content d'être avec toi. Tu es dur à voir. Tu es un ministre, hein, Bolo? Non, j'ai quitté justement l'espace public. Je m'accorde beaucoup plus de temps à moi personnellement. Et puis aussi, il y a une de mes soeurs qui a eu un AVC, qui est paralysée. Donc ma vie, je lui donne parce qu'elle m'a beaucoup donné. Ok, je t'explique le principe. Tu nous rappelles brièvement ta carrière de joueur, d'entraîneur, de sélectionneur. Il y a trop de choses à dire, hein, Bolo. Oui, bon, mais je n'aime pas trop parler de moi, mais juste pour dire qu'il y a un homme qui m'a permis de faire tout cela, Daniel Priam. Ouais. Quand j'étais footballeur, comme tous les jeunes de la Martinique, un jour il m'a dit viens jouer au rugby. J'ai fait un entraînement, j'ai pris un coup à la mâchoire, je suis parti. Il est revenu la semaine d'après, et à force d'assistance. Donc si j'ai fait quelque chose au rugby, c'est parce que ce monsieur-là avait décidé de me mettre dans la filière rugby. Ah ouais. Rappelle-nous ta carrière de joueur. Joueur à l'US Robert, joueur en sélection, entraîneur de sélection, entraîneur de club. J'ai fait 2 brevets d'État, j'ai entraîné une équipe à Rodez, Fédéral 2, pour le 2e degré, donc pendant une année. Et ça va, c'est tout ce que j'ai fait. Pourquoi tu n'es pas revenu pro? Non, pro, il n'était pas pour le moment. À l'époque, c'était un peu plus compliqué. J'avais déjà ma situation de famille, j'avais déjà mes enfants, le roi 42 ans. J'avais déjà notre garçon, donc là, j'ai ma situation professionnelle qui était très intéressante. J'étais à l'époque vendeur automobile. Et ça payait assez bien, relativement bien, ce qui me permet aujourd'hui de vivre cette petite vie tranquille. Et mais j'étais surtout intéressé par le bénévolat. Je n'ai jamais voulu gagner de sous du sport. Moi, le sport m'a tout donné. Je passe dans toute la Caraïbe. Les portes me sont grandes ouvertes, en Martinique, en métropole. Donc je crois que le minimum, c'était de remettre un peu ce que le sport m'avait permis de vivre. Tu n'as pas remis que peu, tu es devenu sélectionneur, mais il y a toutes des générations, en fait, même pas lui à Robert seulement, tous les rugbyman, ils te connaissent. Oui, parce qu'au Robert, on avait une particularité, on avait beaucoup misé sur, d'abord au collège avec Dédé Farel, qui était prof de sport. Et puis quand j'ai passé mon BE, je suis rentré dans les écoles primaires. Donc du coup, j'avais les jeunes de l'école jusqu'à leur catégorie senior, puisque je commençais le lundi soir au rugby en réunion. Je terminais le dimanche matin, 3e mi-temps, après le match du samedi. Donc ma semaine était bien complète. L'avantage que j'ai eu, c'est que mes 3 garçons ont fait rugby. Donc je n'ai pas eu de problème de famille parce qu'ils étaient tout le temps avec moi. Mais comment tu expliques qu'il y ait moins de jeunes maintenant dans le rugby ou dans tous les autres sports? Le Covid va nous faire très mal au niveau du sport. Le Covid, c'est vrai. Mais il y a quelque chose un peu en amont. Je crois que c'est l'encadrement qui va commencer à nous faire défaut. Des bénévoles, je crois que ça va devenir compliqué. À certains moments, les clubs avaient tendance à lâcher, à mépriser ou à rejeter des dirigeants sans penser qu'un jour, ça deviendrait une valeur de l'or. Ouais. Aujourd'hui, si tu n'as pas de cadre, tu ne peux pas. Alors, est-ce que la seule bonne volonté... J'étais président de l'US Robert aussi. Et l'US Robert, section administrative. Et ce qui m'avait un peu choqué, c'est de voir que les cadres de jeunes étaient des anciens footballeurs. Et j'ai eu une petite paille à partir avec un des cadres qui m'a dit qu'il n'a pas besoin de formation. Je lui avais dit au contraire. C'est si le pied bois pas de tuteur là au départ, il a poussé penché. Et puis on a donc moi je crois, j'ai cru en ça, je crois que dans ma vie, il y a un autre homme aussi qui m'a, Édouard de Lépine, qui m'a toujours dit que la vie ne se fait pas tout seul. Il y a des gens qui ont besoin de t'aider. Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas fait grand chose. Donc dans cette volonté d'aider, de permettre aux autres d'être, d'exister, au lycée, ça a été la même chose. Dans mon travail au niveau du syndicat, c'est un investissement qui fait que
c'est d'abord penser d'abord aux autres, au bien-être des autres, pour me sentir bien. Donc être professionnel, gagner de l'argent au sport, ça ne m'intéressait pas. Je crois que c'est plus ce que j'ai donné. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec le rugby? J'ai laissé toutes les activités. J'ai laissé tout, la vie associative. Les gars de la salle m'ont demandé de revenir leur donner un petit coup de main. Bon. Mais je n'ai plus envie. Si je dois m'investir aujourd'hui, je vais m'investir avec les handicapés, les vieux. Donc je suis en pourparlers, je suis en train de voir les pas de Robert, la maison de retraite, au travail de Robert. Il faut que je fasse un courrier et puis voir si je peux donner du temps à ces personnes âgées, à ces personnes handicapées. Pourquoi tu as tout arrêté comme ça? J'ai arrêté parce que cette population-là n'est pas. C'est plus ce que je souhaite avoir comme personne à encadrer. Je n'ai pas peur de l'ingratitude, je n'ai pas peur de ça, puisque même avant, il y a 20 ans, 30 ans de ça, il y avait déjà ça a toujours existé. Mais je pense que le choix fait, je me dis que c'est plus important. Il y a des gens qui ont plus besoin de moi. Et comme il y a moins de dirigeants, moins de cadres aujourd'hui, je dis que j'ai pris l'engagement aussi par rapport à ma soeur qui est handicapée, qui fait de gros efforts, mais parce qu'il lui faut du soutien, j'ai compris ça. Et on recommence un peu à marcher avec la canne. J'ai dit que ces gens-là ont plus besoin de moi que des petits jeunes où les parents peuvent encore... Mais tu as conscience quand même que tu as laissé un gros vide. Ne serait-ce que pas forcément au niveau du rugby, au niveau de la commune aussi. De ton rôle que tu avais aussi, tu as laissé un grand vide là. Oui, c'est vrai, mais on dit, Edouard me disait toujours que le cimetière, il l'a répété après, le cimetière est rempli de d'hommes qu'on croyait irresponsables. J'ai pleuré la mort, dit dispensable. Donc j'ai vu, après Césaire, la ville de Fort-de-France a continué à tourner. Mais pas pareil. Pas pareil. Il faut laisser aux gens le soin de s'adapter. La carrière, quand on est entraîneur, dire à un joueur qu'on va partir, on va faire ça, sans lui permettre de voir qu'il faut qu'il s'adapte aussi. Nous avions prévu ça, mais la situation est celle qu'elle est. Le terrain gras, il y a du vent, on joue contre le vent, on n'avait pas prévu ça, il fait froid, donc on va s'adapter avec les éléments qu'on a et c'est ça que je crois qui est le plus important dans la vie, cette faculté à s'adapter à toutes les situations. Tu as même mis les Robertines à l'étrier aussi, tu as monté l'équipe féminine. Tu penses quoi du rugby féminin ici? C'est un engagement que j'avais pris à cœur, qui est quelque chose de très important pour moi, le rugby féminin. Parce que je ne conçois pas dans la vie qu'il y ait des choses que les hommes fassent et que les femmes ne... Mais le rugby, c'est un sport d'hommes, non? C'est pas d'engagement d'hommes. C'est un sport de combat. D'évitement. Ouais. Un sport de combat et donc dans la tête ça se joue à 90% dans la tête et il y a des femmes qui sont aussi jeunes que nous. Ouais. Il y a des femmes qui ont élevé, ma maman a élevé 11 enfants. 11 enfants, elle ne travaillait pas. Donc est-ce que c'est un métier ça aussi. Oui, mais est-ce que tu penses qu'elle aurait eu peur d'affronter quelqu'un si je lui disais que pour donner à manger à tes enfants, il fallait aller déposer le ballon derrière la ligne d'essai. Ouais. Elle aurait marché sur tout ce qui est, même s'il y avait des hommes en face. Donc c'est un peu ça. Donne-moi ton meilleur souvenir. D'abord en tant que joueur, ensuite en tant que coach ou sélectionneur. C'était quoi ton meilleur souvenir? C'est les voyages, les échanges avec... J'ai d'abord fait la Caraïbe, beaucoup de la Caraïbe, Jamaïque, Trinidad, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, enfin on a beaucoup voyagé dans la Caraïbe. On avait un président qui avait beaucoup de relations qui nous permettaient de le faire. Et après j'ai voyagé en France métropolitaine. Ouais. C'est ce que j'ai de plus riche. Je n'ai pas eu besoin d'argent, mais ces relations que je me suis faites sur la Caraïbe et dans la France métropolitaine en tant que joueur, en tant que sélectionneur, en tant que dirigeant du rugby, c'est des relations qui sont éternelles et qui sont très fiables. Très fiables. Je crois que le rugby a quelque chose de particulier, c'est qu'on s'aime ou on ne s'aime pas.
On s'aime pas, on va se foutre plein la gueule sur le terrain. Et puis la troisième mi-temps, vous allez boire. C'est toute la particularité de ce sport. Le meilleur copain était dans les équipes adverses, José Richer, de la Gauloise. C'est un frère pour moi. Mais tu le tapais sur le terrain? Quand on était sur lui et moi, on se foutait. Et comment vous faites ça? Tu le tapes pendant 80, enfin c'est 60 minutes, pardon, et puis après on va boire une bière tranquillement. Ah oui, parce qu'on a enlevé la casquette. On est repassé en mode... Parce qu'il faut pouvoir entrer en mode guerrier. Ouais. C'est un sport où on ne va pas avec la fleur au fusil. Le mode guerrier, c'est un moment. Le casque à moto, on le met quand on est sur la moto. Quand on descend, on l'enlève, sinon on ne peut pas le supporter. Donc, effectivement. C'est ça. Donne-moi ton pire souvenir. Mon pire souvenir, j'ai tendance à oublier tout ce qui m'a fait très mal. Et à classer, bon, je ne me souviens pas, avoir eu de... Non, je n'ai eu que du bonheur au rugby. Que du bonheur. Que du bonheur. C'était qui le meilleur joueur avec qui tu as joué? Ah, il y en a. Il y en a. Robert Dupureau, c'est une légende pour moi. C'est un monsieur en 10 qui était un docteur. On avait l'impression qu'il était lent, qu'il était machin, et puis une Grista, Philippe Capgras, Farrell, France avec moi, François Augret. On a joué troisième ligne ensemble, et Gary Radigua, quand les autres équipes nous voyaient arriver, bon, ils voyaient les troisième ligne, ils savaient qu'ils allaient. J'étais le plus rapide, le plus jeune, le plus coureur. Et mon travail, c'était de chasser le gibier, de le poser après pour que les autres fassent leur truc. Et on a fait une très belle troisième ligne. Mais il y a eu d'autres grands joueurs. Il y a au niveau des jeunes, Michel Bellune, il y a. Mais comment tu expliques que ces joueurs-là ne soient pas devenus professionnels? Il n'y a pas plus de rugbyman professionnels martiniquais? À l'époque, ce n'était pas dans nos objectifs de formation. C'était pas dans nos objectifs parce que pour l'avoir vécu, des jeunes qui sont partis, un gamin que tu enlèves, pour partir, il faut partir tôt. Quand tu arrives à 17 ans au rugby en France, il y a des jeunes qui ont fait leur trace de débutant jusqu'à 17 ans. Et c'est difficilement... Donc il faut partir tôt. Partir tôt, couper un enfant, l'envoyer. La saison commence en septembre, octobre, l'hiver. Premier machin, loin de la famille. C'est des conditions qui, à mon avis, n'étaient pas toutes réunies. Alors j'ai un exemple, Egienta Steven, qui est parti en Pau-Paul, avec Vincent Galva, avec Petit de Trinité, puis Marie, qui était du Labotin, mais qui était du Roubaix. Eh bien, quand ces gamins-là sont partis, bon, je peux te dire que ça a été un peu compliqué. Ouais, ça a été un peu compliqué. Bon, alors, Steven Egienta, il faisait partie du top 100 des cadets de France. Et un jour, comme ça, il m'appelle, il me dit, je veux rentrer. Il était sélectionné au centre, la sélection au centre, tout le centre. Il m'appelle, je lui dis, bon, je rigole, je dis, tu as un gros poil, je fais déjà mettre, je paye un billet pour ta copine, elle vient te voir aux vacances de Noël. Non, je veux rentrer. Donc je prends un billet d'avion, je pars, je vais le voir, il était à Métropole, je vais le voir, on discute. Il me dit, oh oui, mais oui, parce que par respect. C'est des jeunes qui m'ont toujours respecté, à qui on ne dit pas difficilement non. Donc, mais j'ai senti que c'était la semaine d'après. Il m'a rappelé, il m'a dit, je ne peux pas, il faut que je rentre. Donc c'est un gars qui, top 100, prise en charge totalement, ses études, tout. Et moi, je pense que ce gamin qui devrait ouvrir les portes de l'équipe de France. Comment tu expliques qu'il n'est pas su franchir le palier et aller plus haut? Il aurait peut-être fallu qu'il ait un parent avec lui là-bas, quelqu'un qui lui permette de remonter. Il fait froid, il était à Tours, il habitait à Tours, il ne fait pas très chaud là-bas. C'est des hivers qui sont un peu compliqués. Et puis, il avait perdu son frère aussi, entre-temps, son frère qui avait eu l'accident. Donc, il y a beaucoup de conditions. On n'avait peut-être pas préparé à ça non plus. On n'avait peut-être pas préparé à ça, mais... Ok. Bon, on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu joues pas au rugby, tu ferais quel sport?
Alors j'ai fait 4 sports avant. J'ai fait du vélo. Vélo. Du vélo avec France Montagnac. On était à l'époque de France Montagnac. J'ai fait de la course à pied à la Villeroise d'Utilité. De football. J'ai joué au foot, bon, comme tous les Absolument. joueurs, dans les quartiers. Et j'ai fait du karaté. Ouais, ouais. J'ai fait du karaté, je suis arrivé à la ceinture bleue. J'étais à l'époque où on m'avait conseillé alors une petite confidence. À l'époque, j'étais révolutionnaire, je préparais le maquis. Donc il fallait que je puisse savoir me battre. Donc c'est dans l'optique d'une préparation commando quand j'étais plus jeune. Bon, mais c'est tout. Donc choisir. Alors le hand m'a toujours plu. Ah ouais. Le hand m'a beaucoup plu. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu le temps de mettre la à l'école, je prenais du plaisir, j'étais un peu plus épais, je prenais du plaisir à dégager, à faire. Et je pense que c'est peut-être les deux plus proches, c'est rugby et hand. Ouais. Donc si je dois choisir, je vais continuer à apprendre le rugby, mais le hand aussi peut m'intéresser. Ok, et à l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Tu m'as dit que tu as fait du vélo. Moi, c'est le vélo que je n'aurais jamais fait. Toi, tu as fait du vélo. Tu mets le vélo. Oui, j'ai fait du vélo pendant 4 ans. J'ai laissé par rapport à quand je suis rentré au lycée, mon père m'avait dit de choisir entre. Quel sport qui t'a jamais intéressé? Tu te dis, je regarde tout. Je regarde tout. Même le hockey, je regarde tout. Je suis intéressé par tout. Okay. Le football américain aussi. Football américain, mais c'est du rugby. C'est du rugby. Alors, donne-moi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut. D'abord sportivement et ensuite personnellement. Sportivement. Ma plus grosse qualité, j'ai du caractère. Ouais. Il en fallait. Mon plus gros défaut, c'est que je n'aime pas perdre. Tu es un mauvais perdant? Je ne suis pas mauvais perdant. Je fais tout pour ne pas perdre parce que quand je perds, je ne suis pas agréable du tout. Ah ouais. Et en tant qu'homme, ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut? Je n'aime pas parler de moi. Je pense que d'autres personnes vont te dire. Moi, c'est ma qualité, hein, c'est la reconnaissance. Alors, mon père m'avait dit une fois, pas me souvenir de ce que j'ai fait pour les gens. Si je te dis que je t'ai fait reproche. Et de me souvenir de ce que les autres ont fait pour moi. Pour me sentir dans cette obligation de... Pas cette obligation, dans cette notion de reconnaissance. C'est important. Ouais, c'est l'une de mes qualités. Et c'est peut-être un défaut aussi. Certains me disent que c'est un défaut, mais je crois que... Et puis j'ai appris à ne plus avoir de rancune envers personne. J'arrive à oublier. Ok. Si tu voulais parler à Bolo à 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? J'étais con. Si tu voulais lui parler, tu lui aurais dit quoi? T'as été con, tu as tout visé sur la force. C'était le major, le mentol. J'ai pas eu le temps de faire la prison, j'ai pas fait de grosses bêtises, mais ça se jouait un peu. Ouais. Ça se jouait un peu. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie sportive ou autre, non? Non, je n'ai pas de regrets dans la mesure où je n'ai jamais franchi. Ouais. J'avais du caractère, j'avais du tempérament. J'étais un gros fêtard, donc avec l'alcool, tout ça mélangé, ça fait un gros cocktail molotov qui peut exploser. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'arriver jusque-là. Ok. Bon, le mot de fin, qu'est-ce que tu dirais à toi? Ah, j'ai oublié de te demander. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis sur ce sujet? Pas d'avis. Pas d'avis. Pas d'avis. Je me dis qu'à mon époque, alors je dis merci aux bibliothèques, aux réseaux sociaux. Les jeunes de mon âge n'étaient pas aussi informés que ces jeunes-là. Ouais. Peut-être que si la génération... Comme ça. Moi j'en étais le seul contre presque tous les autres. Ouais. Ceux qui avaient la chance de passer sous les mains d'Edouard de Lépine, parce qu'on a fait de la formation politique, tout, avec conscience de ceux qui avaient de mauvais et ce qu'il fallait bâcher. Aujourd'hui, je dis qu'ils ont recherché, ils ont des références, ils savent ce qui s'est passé. Et que c'est tout naturel qu'ils réclament. Alors je ne l'ai pas fait avant, parce que j'étais sous-jeune, mais s'il y avait un groupe comme ça, parce que quand j'étais au lycée Trinité, les événements du lycée Trinité de 79, nous avons fait 2 mois et demi de grève, et ben, j'étais
quand je rentrais chez moi, j'ai ramené Charles-Alfred chez lui. Les gens nous attendaient. Ah Tapant pour nous taper. Ouais. Heureusement que j'étais dans la période, j'étais un peu major toujours. Donc, j'étais major, j'étais major, j'avais du tempérament, je ne reculais devant rien du tout. Ouais. Ça veut dire que ce n'était pas les gendarmes qui venaient à cette époque-là. C'est des gens, des loulous, des boys et qui nous attaquaient. Et tu te battais avec eux? Ah oui, il fallait. C'est ça que ça c'est là. Ils n'osaient même pas, puisque on a eu des campagnes électorales où il fallait avoir l'autorisation d'aller dans certains quartiers. Ouais. Au Marigot, Claude Charles-Alfred et moi, on a dû faire près de 2 km à pied en courant. On est arrivé près de la station, on a le meeting de Césaire et les gars on était fichés. Ah ouais? Ils ont dit aussi. J'en avais carré plus loin. J'en avais carré plus loin. 3 gars arrivent en moto et fusil à pompe. Ils sont dégagés. Donc on a dû faire 2-3 km en courant pour aller à la voiture et repartir. Ah ouais, comme ça. Mais donne-moi ton mot de fin, qu'est-ce que tu diras à tout le monde? Qu'est-ce que Bolo devient au final? Je suis toujours la même personne, prêt à aider, prêt à donner des coups de main. Mais je crois que j'ai mis la priorité sur ma soeur et puis les autres personnes handicapées autour. Ok, il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup. J'ai trimé pour t'avoir, mais ça valait le coup. Je dis à tout le monde, comme d'habitude, profitez de la vie, surtout que la semaine dernière, j'ai un frangin qui a perdu sa mère en une semaine. Profitez de la vie, profitez de vos proches, profitez de tout le monde. On n'a qu'une vie, ça va vite. Et puis faites du sport tant que vous pouvez. À la semaine prochaine. Bye bye. Ok.